à fait. Je dirais que le cholestérol, c'est encore plus traître parce que lui, il n'y a pas des petits symptômes qui vont venir avec le temps. C'est que souvent, les symptômes, une fois qu'on les voit, c'est que le dommage est fait. Le problème principal avec le cholestérol, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc, les crises cardiaques, l'angine, les AVC. Et je ne suis pas un très gros fan des statines. C'est pas des médicaments que j'aime prescrire. J'en prescris bien sûr parce qu'on voit des problèmes de cholestérol à tous les jours. Mais je dirais que je suis probablement un médecin qui en déprescrit plus qu'il en prescrit lui-même. J'ai des patients qui viennent me voir et ça fait 20 ans qu'ils sont sur du Lipitor. Et quand je leur parle de cholestérol, moi j'ai pas de problème de cholestérol, il est très bien mon cholestérol. Ils ne comprennent pas les patients qu'ils ont un problème de cholestérol qui est juste géré partiellement par la médication. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à notre podcast Parlons Santé. Dr Benaïm Albert, médecin de famille ici à Montréal chez Physimed. Dr Assayag, médecin de famille à Physimed. Et Dr Yann Azoulay, médecin de famille à Physimed aussi. Alors, un sujet fort intéressant cette semaine, le fameux cholestérol. Tout le monde en parle, cholestérol. C'est quoi ton cholestérol? C'est quoi ton cholestérol? C'est toujours le sujet de l'heure. Alors, effectivement, le problème de cholestérol est très répandu. C'est un des problèmes qu'on voit très souvent dans nos cliniques, chez nos patients. Mais au fond, des fois, les patients ne sont pas trop sûrs de la signification de ça. Et ils se disent, Doc, est-ce que c'est grave? Mon cholestérol est élevé, moi, mais ça veut dire quoi, là? Alors, est-ce qu'on peut démystifier ça un peu pour nos auditeurs? Qu'est-ce que ça veut dire un taux de cholestérol élevé? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Alors, le cholestérol, d'abord, on en a tous et c'est important, on en a besoin. On a tous entendu parler du bon cholestérol, du mauvais cholestérol. On a tous du cholestérol qui circule dans le sang. Le cholestérol, en réalité, il sert à transporter le gras dans le sang. Et puis, c'est nécessaire. Le problème, c'est que chez beaucoup de gens, le taux de cholestérol augmente, souvent lié à une alimentation problématique qui fait qu'il y a beaucoup de gras qui circulent dans le sang. Et le problème avec le cholestérol, surtout quand c'est le mauvais cholestérol qui est élevé, c'est qu'il va y avoir éventuellement des dépôts de gras, des dépôts de cholestérol sur les artères, sur les vaisseaux sanguins qui vont boucher avec le temps, avec les années, avec les décennies. Et c'est ce qui peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, des crises cardiaques, des problèmes de vaisseaux sanguins, des problèmes de circulation, des AVC. Donc, le cholestérol, en soi, n'est pas dangereux, mais quand il y a un débalancement, quand il y a trop de cholestérol ou trop de mauvais cholestérol, il y a un effet sur les artères qui bouchent et qui peuvent devenir problématiques à long terme. Donc, pour nos auditeurs, là, c'est que le corps humain est dessiné de telle sorte qu'on a un système de circulation qui permet au sang de circuler un petit peu partout. Ça va au cerveau, ça va dans les muscles des bras, des jambes, ça va dans les reins, etc. Donc, ce système de circulation, c'est comme des petits cylindres partout dans le corps qu'on a. Et le sang voyage à l'intérieur de ces petits cylindres-là. Mais, comme tu l'expliques, avec le temps, lorsqu'on a un taux de cholestérol élevé, donc ce qu'on appelle, nous, communément, une dyslipémie, on voit une apparition d'accumulation de plaques de cholestérol dans la lumière de ces tubes-là, de ces petits tubes qui consistent en nos vaisseaux sanguins. Ce faisant, initialement, on ne le sait pas parce qu'on a vraiment une surcapacité vasculaire. Quand on est avec plus qu'on en a besoin. Mais quand cette capacité diminue et que les artères deviennent de plus en plus étroites, à un moment donné, on a de la difficulté à alimenter
l'organe qui cherche à avoir plus d'oxygène, Mhm. n'est-ce pas? Alors, donc, ce qu'on comprend, c'est que initialement, quand nos patients viennent nous voir, ont un taux de cholestérol élevé et qui n'ont pas de symptômes, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de dommages? Oui, alors c'est un peu dans les thèmes des derniers podcasts qu'on a fait. C'est tous des maladies silencieuses, comme l'hypertension, comme le diabète. Tout à fait. Je dirais que le cholestérol, c'est encore plus traître parce que lui, il n'y a pas des petits symptômes qui vont venir avec le temps. C'est que souvent, les symptômes, une fois qu'on les voit, c'est que le dommage est fait. Tout à fait. Il y a vraiment aucun signe qui vont se présenter avant. Et la seule manière de vraiment le savoir, c'est à travers les prises de sang et à travers des bilans que, espérons, qu'on fait assez régulièrement. Comme dit, ça fait partie de ce thème-là de maladies métaboliques qui est vraiment le diabète, l'hypertension et le cholestérol. Et comme tu viens de l'expliquer, le problème avec les artères ou les vaisseaux sanguins, c'est que ça va être une des causes principales aussi qui va jouer sur l'hypertension. Et ça, les deux ensemble vont causer d'autres problèmes. Et souvent, comme on l'a déjà discuté, ces patients-là qui sont connus pour l'hypertension, pour le diabète, sont plus à risque d'avoir de cholestérol et vice-versa. Et c'est vraiment les trois ensemble qui ont le potentiel de causer beaucoup de dommages. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est que essentiellement, c'est un problème qui est tout à fait silencieux chez les patients. Et quand le dommage est arrivé, c'est souvent trop tard. Donc, quel type de dommage, quand on dit c'est trop tard, à quoi qu'on s'attend quand on a un taux de cholestérol élevé qui fait des dommages? Le problème principal avec le cholestérol, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc, les crises cardiaques, l'angine, les AVC, les artères qui bougent, les problèmes de circulation. C'est ça qu'on cherche, c'est les maladies cardiovasculaires. Et puis, donc, évidemment, c'est un des facteurs de risque. Il y en a beaucoup, l'hypertension, le diabète, le tabagisme. Et évidemment, donc, le taux de cholestérol, s'il est élevé, c'est un problème, mais c'est encore plus un problème quand il y a d'autres facteurs de risque qui s'accumulent. Il faut regarder le cholestérol non pas comme le seul problème, mais une composante dans tout ce qui est cardiovasculaire ou cardiométabolique. Est-ce que c'est un problème génétique ou est-ce que c'est un problème qui dépend des habitudes de vie? Oui, alors c'est une question intéressante parce qu'il y a certainement une composante qui est héréditaire, qui est génétique, qui va faire qu'on va métaboliser le cholestérol différemment. Et ça, c'est certain, c'est bien documenté. Mais une chose qui est sûre, c'est que la majorité des taux de cholestérol qui sont élevés sont vraiment une question d'habitude de vie. C'est clair, c'est net, c'est vraiment une question d'alimentation et d'activité physique. Mais il faut comprendre, comme on l'a dit, c'est que le cholestérol, c'est nécessaire, on l'a besoin pour toutes les cellules, toutes les parois des cellules dans le corps, tous les hormones dans le corps, c'est absolument nécessaire le cholestérol. Et la source du cholestérol qu'on va avoir, du bon et du mauvais cholestérol, ça vient de l'alimentation. Maintenant, comment le corps l'utilise, c'est là que l'activité physique va jouer, qui va faire une grande partie pour pouvoir le contrôler. Mais à la base, c'est une question d'alimentation qui va nous permettre de vraiment contrôler, voir les apports de ces cholestérols-là. Alors, bien des patients viennent nous voir pour faire des bilans de santé, pour nous demander « Doc, est-ce que je suis en bonne santé? » Et là, comment est-ce qu'on fait un diagnostic de dyslipidémie? Alors, la seule façon de faire, c'est de faire une prise de sang. Donc, on fait un bilan lipidique, un bilan sanguin pour mesurer les taux de cholestérol. Parce qu'on a dit, ce n'est pas le cholestérol, c'est les différents types de cholestérol. On parle du HDL, qui est le bon cholestérol. Il y a le LDL, qui est le mauvais cholestérol. Il y a différentes sortes, les triglycérides. Donc, la seule façon vraiment de savoir, c'est de faire une prise de sang. Et selon les taux de cholestérol, on est capable d'estimer quel est le risque cardiovasculaire en regardant non seulement les taux de cholestérol, mais les autres problèmes de santé que la personne a ou les autres facteurs de risque que la personne pourrait avoir. Et on prend une décision par rapport à la nécessité d'intervenir. C'est ça, et comme c'est vraiment utiliser des différents outils et des différents
d'algorithmes. Alors, par exemple, avec ces taux-là, on peut vérifier le taux de Framingham, qui est aussi un calcul qui va nous dire notre risque de maladie cardiovasculaire ou cérébrovasculaire, euh, qui va nous aider aussi à guider par rapport au traitement. Et on utilise d'autres outils aussi. OK, alors juste pour démystifier ça pour nos auditeurs, c'est que le taux de cholestérol, la norme de cholestérol varie dépendamment des patients qui sont devant nous. Donc, un patient qui a aucun facteur de risque peut avoir un taux de cholestérol X, mais un patient qui est fumeur, qui a de l'hypertension artérielle ou qui a diabétique, par exemple, ou qui a un historique familial significatif, donc ce patient doit avoir un taux de cholestérol qui est encore mieux contrôlé que la norme, c'est-à-dire de patients qui n'ont pas de facteur de risque. D'où l'importance de faire pour nous ces calculs pour savoir si oui ou non on va traiter ces patients. Parce que en bout de ligne, il faut traiter l'hypercholestérolémie. Et donc, en faisant ces équations, et ça nous permet de mieux stratifier nos patients et de savoir à qui on va traiter, avec quoi. Alors, ce que je dis souvent à mes patients, c'est que pour un même taux de cholestérol, on va dire quelqu'un qui a un LDL à 3,5, si j'ai un patient devant moi qui a 40 ans, qui est en parfaite santé, qui n'a aucun autre problème, qui ne fume pas, qui n'est pas obèse, son taux de cholestérol à LDL à 3,5 me dérange plus ou moins. On ne va pas le traiter nécessairement. Tandis qu'un patient avec le même taux de cholestérol à 3,5, qui fume, qui est diabétique et qui a un surplus de poids et qui fait de l'hypertension, ben celui-là, il a besoin de médicaments, on va le traiter. Pourtant, le taux de cholestérol est le même parce que ce qui change, c'est le reste de sa condition. Donc, avant qu'on parle de traitement et de médicaments, puisqu'on est sur le diagnostic, il y a aussi d'autres tests qu'on peut faire, parce qu'en bout de ligne, ce qu'on veut faire, c'est d'identifier le bon patient qui a un problème de cholestérol de façon à ce qu'il soit bien traité. C'est ça le but. Hein? Donc, on a d'autres façons aussi qui nous aident à mieux stratifier ces patients, à mieux les identifier. J'ajouterais aussi de s'assurer qu'il n'y a pas déjà des dommages faits. Oui, c'est sûr, tout à fait. Donc, peux-tu nous en parler un petit peu de... Oui. D'ailleurs, il y a un test qui est assez nouveau, dont on commence à entendre parler beaucoup. Ça s'appelle la lipoprotéine A, la LPA. Et ça, vraiment, dans la littérature, on en entend de plus en plus parler. Alors, juste pour expliquer, la LPA, c'est un marqueur de cholestérol. C'est un marqueur lié au cholestérol. Mais ce qui est intéressant avec la LPA, c'est que le niveau de LPA est prédéterminé génétiquement à notre naissance. En d'autres mots, mon niveau de LPA ne changera jamais ou à peu près. Peu importe que je prenne 40 livres ou que je cours des marathons, mon niveau de LPA restera à peu près toujours le même. Alors, quel est l'avantage ou l'utilité de ce test? C'est qu'on sait qu'il y a une bonne proportion de la population, disons un 15% de la population, qui ont un taux de LPA élevé. Et ce qu'on sait, c'est que ces gens-là, avec un taux de LPA élevé, ont un risque de maladie cardiovasculaire beaucoup plus élevé que la moyenne. Peut-être le double, peut-être plus. Donc, très important de le mesurer et c'est quelque chose qu'on commence à faire de routine. Évidemment, c'est un test qu'on mesure une fois à vie. Il n'y a pas besoin de le revérifier parce que ça n'évolue pas. Mais si la LPA est élevée, on sait que le risque génétique de maladie cardiaque ou cardiovasculaire est plus augmenté. Et donc, tout d'un coup, moi, je m'inquiète beaucoup plus par rapport à ce patient-là. On va être beaucoup plus agressif, entre guillemets, par rapport au contrôle des facteurs de risque, être encore plus convaincant par rapport à contrôler le poids, à contrôler l'alimentation, peut-être être beaucoup plus rapide sur la gâchette pour recommander un médicament, non pas parce que le médicament va affecter la LPA, mais parce qu'elle va réduire le risque cardiovasculaire et aider cette personne-là. J'ai un exemple, moi, qui me revient tout le temps. Ça fait à peu près 2 ou 3 ans, au moment où on entendait peu parler de la LPA. C'est un patient à moi que je connais depuis des années, sportif, fin cinquantaine, sportif, bilan de santé, annuellement, toujours parfait, pas de diabète, pas d'hypertension, même pas vraiment de cholestérol.
Et alors, s'il y a eu bien une personne chez qui je ne m'attendais pas à un problème, c'était vraiment lui. Et il a fait un infarctus. Il s'est retrouvé à l'hôpital. 3 artères bouchées. Le cardiologue intervient, le prend en charge. Alors, il était abasourdi parce qu'évidemment, on ne s'attendait pas à ça. C'est quelqu'un de très en forme. Le cardiologue a mesuré la lipoprotéine A et elle était très élevée. Ça veut dire qu'il y avait vraiment un risque génétique. Et c'est important de le savoir parce que quand on le sait, on peut intervenir beaucoup plus tôt. Puis ça, c'est un patient qui avait un taux de cholestérol normal dans ses bilans. Donc, encore une fois, très intéressant cette discussion parce que ce n'est pas juste une question de mesurer le taux de cholestérol, c'est aussi de voir d'autres paramètres qui peuvent nous aiguiller. La lipoprotéine A est très importante. Il y a aussi ce qu'on peut faire pour aider nos patients, c'est ce qu'on appelle le calcium score, donc le score calcique, qui est un scan qu'on fait du thorax. Donc, c'est un scan en tomodensitométrie. Et on est capable de mesurer le taux de plaques que vous avez dans les artères coronariennes. Et ça vient avec un score. Et des fois, on a parfois des patients qui ont un taux de cholestérol élevé avec 0 plaque. Alors, ces patients-là, on leur évite la médication. Bref, tout ça pour vous dire que, il faut mesurer votre cholestérol, mais il faut aller plus loin que ça. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. La lipoprotéine A, c'est un exemple. Le score calcique, c'en est un autre. L'évaluation de la composition corporelle, le gras viscéral. Oui. J'aimerais ça t'entendre parler de ça. Absolument. C'est une des causes principales, comme on l'a dit au début, de problèmes de cholestérol. Ça vient d'un problème métabolique. Alors, c'est vraiment une question d'alimentation, c'est une question d'activité physique et souvent, ça vient dans le même paquet que l'obésité ou le surpoids. Et c'est quelque chose qu'on voit régulièrement aussi pendant nos tests de composition corporelle, qu'on voit des patients qui sont sous médicaments pour le cholestérol, qui ont aussi parfois de l'hypertension, du diabète, et que leur taux de gras, leur pourcentage de gras est beaucoup trop haut, qui devrait l'être. Donc, juste pour nos auditeurs, ici, on utilise beaucoup l'analyse de la composition corporelle. Quand nos patients viennent en bilan de santé ou dans notre programme de perte de poids, on utilise tout le temps l'analyse de la composition corporelle parce que le poids sur la balance, ça ne dit pas tout. On a des patients qui peuvent peser lourd parce qu'ils sont très musclés, comme il y en a d'autres qui pèsent lourd parce qu'ils ont beaucoup de graisse. Donc, l'analyse de la composition corporelle est très importante et avec ça, dans notre analyse, on mesure aussi, on quantifie le gras viscéral. Et moi, ce que je vois dans ma pratique, souvent, il y a une corrélation entre un gras viscéral élevé et un problème de cholestérol. Certain. Et aussi d'autres maladies, comme tu mentionnes, métaboliques, comme le diabète, comme l'hypertension artérielle. Et c'est plus fiable que l'indice de masse corporelle. C'est beaucoup plus fiable que le fameux IMC ou le BMI. C'est vraiment ça qu'il faut regarder. Mais il faut expliquer pourquoi. Parce que dans l'indice de masse corporelle, c'est tout simplement un ratio entre la grandeur, votre taille et votre poids. Mais ça ne dit rien sur le pourcentage de gras, sur le gras viscéral et tout ça. Donc, il y a d'autres outils, morale de l'histoire, il y a d'autres outils qu'on mesure pour mieux guider nos patients lorsqu'ils viennent nous voir pour des problèmes de cholestérol, avant même de parler de traitement. Alors maintenant, j'aimerais ça qu'on parle des traitements. Qu'est-ce que tu proposes à tes patientes quand tu diagnostiques un problème de cholestérol? C'est quoi que tu leur dis? Bon, la première chose, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une grosse composante de l'activité physique, de l'alimentation, donc des habitudes de vie, de l'hygiène de vie. Et il faut jamais occulter ça. Donc oui, il y a de la génétique, oui, il y a de la prédisposition, mais l'hygiène de vie, c'est la base. Comme pour l'hypertension, comme pour le diabète, c'est vraiment la base. Donc on veut toujours s'assurer d'optimiser ça, de mieux manger, manger moins d'aliments transformés, moins de mauvais gras, de gras saturés, moins de sucre, parce qu'il y a un lien avec le sucre, faire du sport, ne pas être sédentaire. Cela étant dit, quand on a besoin d'un traitement pour baisser le cholestérol, il y a des médicaments très, très efficaces. C'est les fameuses statines dont on a entendu parler, Lipitor, Crestor, etc. C'est des médicaments très, très efficaces pour réduire le cholestérol, le taux de cholestérol.
Et puis la décision de traiter ou non, ça dépend de tout ce dont on a parlé tout à l'heure, de l'ensemble des facteurs de risque. Mais quand on prend la décision de traiter, souvent, c'est des médicaments qui vont être très, très efficaces et réduire le cholestérol rapidement. Donc, moi, ce que je fais dans ma pratique, c'est quand je vois un patient qui vient me voir en bilan de santé ou autre et qui a un taux de cholestérol élevé, dépendamment de toute l'évaluation qu'on fait pour stratifier son facteur de risque, je vais décider oui ou non si je le mets sur une médication. Donc, s'il est sur un taux très élevé, et avec d'autres facteurs de risque, hypertension, diabète et cholestérol et tout ça, là, c'est sûr que je vais embarquer directement sur la médication immédiatement. D'abord, contrôlons le problème tout en parlant des habitudes de vie et en l'aidant à changer ses habitudes de vie. Mais par contre, j'en ai d'autres qui viennent avec un taux de cholestérol qui est légèrement élevé, un peu borderline. On en voit beaucoup de cela, OK? Et donc, on a un petit luxe d'attendre parce que l'effet de la médication, c'est pour un bienfait long terme, moyen-long terme. Donc, on n'a pas un risque immédiat avec ces patients-là. Donc, on a un certain luxe. Et là, ce que je fais avec eux, c'est que on regarde les facteurs de risque. Souvent, il y a de l'embonpoint. On est d'accord avec ça. Un problème d'obésité. Et là, on les aide à optimiser leurs habitudes de vie, puis on remesure le cholestérol 3-4 mois plus tard. Question de voir si la correction des habitudes de vie a permis une correction du cholestérol. Alors, des fois, on embarque tout de suite sur la médication. Des fois, on attend. Et on aide nos patients là-dessus pour décider. Maintenant, question magique qui revient souvent. Quand on est sur des statines, est-ce que c'est pour la vie? Alors, pour moi, la réponse, c'est non. Il y a beaucoup de monde que malheureusement vont le prendre pour leur vie entière, qui ne vont pas l'arrêter. Pour moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais je ne suis pas un très gros fan des statines. C'est pas des médicaments que j'aime prescrire. J'en prescris bien sûr parce qu'on voit des problèmes de cholestérol à tous les jours. Mais je dirais que je suis probablement un médecin qui en déprescrit plus qu'il en prescrit lui-même. Parce que c'est souvent ces changements-là qui sont le plus utiles. C'est que de prendre particulièrement les statines, je trouve que ça donne un faux sens de sécurité. Je pense que ce qui va être qui va créer beaucoup plus d'impact, c'est ces changements-là. C'est de réduire ou d'arrêter la médication, de faire ces changements, de revérifier 3 mois plus tard, 3 à 6 mois plus tard, et de voir un changement. Je pense que ça fait un beaucoup plus grand impact à long terme. Et tous les tests que vous avez dit aussi, c'est que je trouve que souvent, historiquement, les statines qui ont été très bien vendues aux médecins et très bien vendues aux patients ont été mis relativement rapidement chez ces patients-là. Et c'est de pouvoir prendre le temps d'avoir, encore une fois, un bon encadrement autour de ça, de faire les bons tests et de s'assurer que c'est vraiment nécessaire ou pas. Je pense que ce qui est important, c'est de bien choisir le bon patient parce que ce n'est pas tous les patients qui ont un taux de cholestérol élevé qui ont besoin d'un médicament, qui ont besoin d'une statine. Dans certains cas, c'est nécessaire. Il faut aussi faire la différence entre ce qu'on appelle la prévention primaire et la prévention secondaire. Et là, il y a beaucoup moins de controverses. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà fait un infarctus, quelqu'un qui a déjà eu un AVC, il n'y a pas tellement de controverses. Ces gens-là sont à tellement haut risque de répéter, d'avoir un deuxième épisode qu'on les traite à peu près tout le temps. Les diabétiques qui sont mal contrôlés, c'est la même chose. Là où il y a vraiment beaucoup de place, puis je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est chez les gens qui sont en bonne santé, qui n'ont jamais eu de problème de santé, où on veut faire de la prévention. C'est là que, en effet, ça peut donner un faux sentiment de sécurité de donner une statine parce que le cholestérol est élevé quand on occulte tout le reste, qui est l'hygiène de vie, etc. J'aime ce que vous mentionnez tous les deux, là, le faux sentiment de sécurité. Alors souvent, j'ai des patients qui viennent me voir et ça fait 20 ans qu'ils sont sur du Lipitor. Et quand je leur parle de cholestérol, moi, je n'ai pas de problème de cholestérol. Il est très bien, mon cholestérol. Ils ne comprennent pas, les patients, qu'ils ont un problème de cholestérol qui est juste géré partiellement par la médication.
Mais le problème fondamental est là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien de la difficulté. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tantôt, là, c'est que tu es un des médecins qui déprescrit le plus les statines. Ben, moi, je fais partie de cette gang-là. Euh, Parce qu'on passe beaucoup de temps à optimiser la santé de nos patients. Et en ce faisant, on a moins besoin des médicaments. Et encore une fois, on en a parlé en long et en large dans nos podcasts précédents, le fameux surpoids, ça revient, encore une fois. Et ce surpoids, aujourd'hui, on a des solutions. Dans le passé, on référait les patients à la diététicienne. On leur dit, écoutez, faites attention, essayez de perdre du poids, faites un peu d'exercice. Bon, les patients savent ça, mais concrètement, pour faire ça, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, on a des solutions. Peux-tu nous en parler? C'est sûr. Et j'aimerais ajouter un autre point sur ça. C'est qu'on vient de faire la série dans les dernières semaines par rapport à l'hypertension, par rapport au diabète. Et je trouve que c'est ça le grand problème avec les patients, c'est que c'est très difficile à comprendre c'est quoi les changements réels à faire. C'est que les recommandations concrètes qu'on a pour l'hypertension sont différentes que ceux pour le diabète, qui sont différentes pour ceux pour le cholestérol aussi. Donc, si vous êtes parmi la majorité des patients qui souffrent d'un de ces problèmes-là, les chances sont que vous avez ces autres problèmes aussi. Ça veut dire que c'est très difficile à dire est-ce que je mange moins de sucre, est-ce que je prends moins de sel, est-ce que je prends moins de gras, et toutes ces choses-là sont vraies, mais c'est confondant. Le plus important, c'est d'avoir vraiment un suivi, un encadrement. Et qu'est-ce qu'on remarque dans notre pratique, c'est que parfois, c'est plus important de voir par rapport au poids. C'est que c'est plus important de vraiment faire un effort. Oui, toutes ces choses-là sont vraies. Oui, il faut essayer de contrôler tous ces facteurs-là parce qu'on sait qu'ils ont un impact sur ces différentes maladies, mais d'essayer de vraiment travailler avec une alimentation faible en calories, une alimentation hypocalorique, de vraiment travailler avec des changements d'activité physique où on est plus actif, où on brûle plus de calories, qu'on fait un effort et que le résultat est, ou la mesure que les patients auront, c'est la perte de poids chez eux sur la balance, ça aurait un bien meilleur impact par rapport à ces problèmes de santé. Donc, ce que tu veux dire, c'est un peu ce que tu avais mentionné dans un de nos podcasts sur la perte de poids, c'est qu'en perdant du poids, on peut faire d'une pierre 4 coups quasiment. Ça veut dire on peut, en perdant du poids, c'est-à-dire en réduisant la masse de graisse, on peut améliorer sa pression, on peut améliorer son taux de sucre, son diabète, on peut améliorer son cholestérol, on peut améliorer l'apnée du sommeil, etc. Donc, avec une pierre, on fait 4 coups avec. Donc, morale de l'histoire, on a beaucoup à faire à aider nos patients. Et aujourd'hui, on a des outils. Les GLP-1, peux-tu en parler 2 minutes? Oui, ben les fameux agonistes des GLP-1 dont on a parlé abondamment, les Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Zepbound, c'est des médicaments qui sont assez efficaces, qui sont très efficaces à la base pour le diabète, mais évidemment, on sait que ça a un impact significatif sur la perte de poids, réduction de l'appétit. Ça fait que les gens perdent du poids, évidemment, sous un bon encadrement, avec un bon suivi, et leur cholestérol va baisser aussi. Même s'il n'y a pas d'impact direct sur le cholestérol, le fait de perdre du poids, de mieux manger, parce qu'on a moins de craving, le cholestérol s'améliore. On le voit beaucoup dans notre programme de perte de poids. On a un programme de perte de poids ici basé sur ces médicaments. Et on voit un énorme bienfait sur le cholestérol de nos patients. Alors, morale de l'histoire, encore une fois, un autre problème métabolique, le cholestérol, très important. Parlez-en à votre médecin. Allez mesurer votre taux de cholestérol. Ne prenez pas ça pour acquis. Des fois, c'est très important de le diagnostiquer tout de suite et d'y faire attention. Donc, sur ce, si on n'a rien d'autre à rajouter, on se revoit dans 2 semaines. N'hésitez pas de partager ce podcast si vous l'avez trouvé intéressant avec vos amis ou avec votre famille. On est sur toutes les plateformes de médias sociaux. Vous pouvez nous retrouver aussi sur notre site web. À bientôt. Au revoir. Merci.